Allez, c'est parti. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau podcast avec notre ami Benjamin. Bonjour. C'est-à-dire moi. Aujourd'hui, podcast sur la prévention des blessures. Parce que Benjamin, tu es un éternel blessé. Bah regarde. Grosse blessure. Comment t'as fait ça du coup? Ah ben non mais je le dirai pas. C'est un secret. C'est un peu honteux. Non mais c'est un truc à la con. Tu sais, j'aimerais bien avoir une histoire épique à raconter. Souvent quand tu te blesses, tu sais, t'as envie de donner un truc incroyable. Mais souvent c'est de la merde, tu vois. C'est une erreur à la con, t'es bourré, t'as fait de la merde, t'as chié dans la colle, tu vois. Bon. En fait, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que la muscu et la force, c'est quand même un sport relativement dangereux. Parce qu'on se blesse assez facilement. Surtout en faisant de la merde, quoi. Même en faisant de la merde, on peut se blesser. Et vu que tout le monde fait Ouais de la mais merde. dangereux, si tu regardes le rugby, bon, la boxe, tout ça. La boxe, si c'est pour avoir des commotions cérébrales à 50 ans et trembler comme ça, bon, c'est vrai que c'est dangereux aussi, tu vois. Bah, Tous les sports sont dangereux pratiqués à haut niveau. tous les sports sont dangereux au bout d'un moment, hein, aussi, hein. Mm. Et, euh, et du coup, il y a quand même des blessures qui reviennent fréquemment. Mais après, est-ce que les tendinites, toi pour toi, les tendinites, c'est une blessure ou pas? Ah bah moi je considère ça comme une blessure. Après bon, on peut discuter sur le fait est-ce que la blessure c'est quand il y a une partie de toi qui est cassée ou est-ce que c'est simplement comme la tendinite, juste le fait qu'il y ait une douleur représente une blessure. Parce que la tendinite, bon, on va vite fait le dire pour les gens, c'est une accumulation de fatigue si tu veux à un endroit qui crée une inflammation. Est-ce que l'inflammation c'est une blessure? On peut se poser la question, mais moi je considère qu'à partir du moment où il y a une gêne qui se répercute dans ton entraînement, on peut considérer ça comme une blessure. Voilà. Après, il y a aussi des blessures un peu plus graves qui sont assez répandues, surtout en force. C'est-à-dire par exemple les hernies discales. C'est très très répandu. Ah bah ça oui, en force, enfin, je veux dire, une personne sur deux qui a fait du powerlifting, il a une hernie de toute manière. Donc bon. Et même ceux qui font de la muscu d'ailleurs, il y en a pas mal qui ont des hernies, hein. Ouais, mais moins, parce qu'en fait, en muscu, t'as pas le squat, le deadlift qui sont imposés. Donc le mec qui a un début de hernie, qui a une lombalgie, tu vois, il se dit, il commence à avoir des doutes, il peut en prévention se mettre à arrêter, tu vois. Alors qu'en force, on les connaît les mecs, hein. Déjà pour faire ça comme sport, non mais pour choisir la force athlétique comme sport, c'est que de base t'as un peu une tête brûlée, tu vois. Donc en général, les mecs ils se font des hernies plus facilement. Mais c'est après, c'est pas un jugement de valeur. Après, moi j'en connais des mecs hein, qui sont des hernies, qui continuent à pousser dessus jusqu'au bout, quoi. Mais il y a des mecs en muscu qui se sont fait des hernies en faisant du cœur, hein, donc bon. Mais à ce stade-là, est-ce qu'on peut dire que t'es un être humain? Mais du coup, voilà. Après, il y a aussi les déchirures musculaires qui arrivent. Bon, après, ça c'est un peu plus rare quand même, hein. Ça, alors c'est plus rare et c'est vraiment chaud parce que, en fait, imagine, t'es à la salle, tu fais ton curl au pupitre, tu vois, et tu t'arraches le biceps. Moi, je pense que déjà, t'es dans une situation de non-pouvoir qui est totalement absolue. Parce qu'il faut juste que t'attendes les urgences et tout. T'es comme un con dans la salle avec ta douleur et ton biceps qui pendouille en l'air là comme un débile. Et t'es comme un lapin dans les phares d'une voiture. Tu sais pas quoi faire, t'es un peu pris au dépourvu. Donc, alors, par exemple du biceps, parce que c'est la déchirure qui arrive le plus souvent, mais on peut se déchirer en fait n'importe quel muscle, hein. Moi, je me suis arraché un bout là de deltoïde postérieur, ça devait être au judo. Voilà, c'est improbable. Mais sinon, vraiment des déchirures ailleurs, j'en ai jamais vraiment eu. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une déchirure musculaire, ça fait pas forcément mal. Des fois, parce qu'il y a plusieurs types de déchirures. Si tu veux, tu as ton muscle, tu as le tendon et tu as l'os. Et donc parfois le tendon se rompt complètement. Et là, c'est le, tu vois, le mec fait son curl et puis quand tu veux plier, paf, le biceps il remonte comme une merde en fait. Et donc là, c'est le truc, si tu veux, qui est le moins grave finalement, parce que c'est facile de réinsérer un tendon qui s'est rompu. Par contre, quand c'est directement le muscle qui se déchire, tu vois, il y a des déchirures au niveau du muscle, c'est hyper compliqué à réparer, et en général, ça se répare pas. Toi, par exemple, tu t'es arraché le pénis, il paraît. Oui, oui, mais demande à ta mère, peut-être qu'elle en sait un peu plus. Bon, en tout cas, voilà. Benjamin, éternel sportif, judoka, et puis maintenant bodybuilder. T'as eu des Ouais, traumatismes dans ton enfance liés au judo ou c'est comment? bah non, mais si tu veux, bah alors pourquoi j'ai arrêté le judo, c'est parce qu'au final, ça me saoulait parce qu'on faisait, le club s'était mis dans l'idée de faire de la compète et on faisait plus que des combats et on voyait beaucoup moins la technique. Or moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de voir toutes les techniques, les trucs. J'avais une approche qui était très méthodologique. En fait, j'aimais bien voilà, maîtriser, faire de belles prises et tout, faire ce qu'on appelle du vrai judo. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en combat, je cherchais pas à forcer comme un taré pour faire tomber l'autre.
Parce que ce que je faisais, c'est que je cherchais la paille, je cherchais l'astuce, la technique. Et c'est ce qui se fait à très haut niveau, mais à mon niveau, en fait, les gens ils forcent comme des bourrins. Tu vois. Et moi en compétition, ça servait à rien, parce que je me retrouvais, voilà, naturellement, j'étais déjà un petit peu musclé de base, je me retrouvais face à des mecs qui faisaient 2 têtes de plus que moi, et qui avaient des bras de 300 cm de plus que moi, qui me chopaient, et qui étaient plus forts, et je pouvais rien faire. Et le judo, pour toi, c'est un sport dangereux ou pas? Bah, le judo, en fait, je me suis jamais vraiment blessé au judo, mais je pense qu'à long terme, tu vois, vu que tu es souvent accroupi avec le dos rond à prendre des gens au-dessus de toi, je pense que la hernie peut vite arriver au judo. Je pense que les problèmes d'épaule peuvent vite arriver. Mais moi, voilà, vu que j'en ai jamais fait très intensivement, le maximum que j'ai fait, c'était 3 fois par semaine pendant 2 heures. Mais tu sais, j'en ai jamais fait à haut niveau et tout. Donc je peux pas te dire si c'est aussi dangereux que la muscu. Mais tu vois, alors 2 choses déjà. C'est que je pense que le judo est plus dangereux quand on le fait au niveau de manière intensive. Parce que bah, c'est pas un sport où c'est un sport qui est fait pour se défendre. C'est pas fait pour ne pas se blesser ou quoi, c'est fait vraiment pour se défendre. Le mec qui a inventé le judo, il s'est pas dit tiens, mais là il risque d'avoir une hernie, le mec. Tu vois. Non, mais il s'est pas dit Ouais, ça. ouais. Il dit je vais créer un truc pour me défendre. La muscu, d'un côté, les gens se sont dit voilà, on va se muscler, mais quand même il faut faire attention à préserver notre truc parce que ça a été inventé plus tard. Euh, et donc, l'autre chose que je voulais aborder, c'est que le problème en muscu, ce qui va créer des blessures, c'est l'ego. C'est le mec qui ne veut pas s'arrêter parce qu'il a peur de ce qui va se passer. Il a peur que si, voilà, s'il baisse le poids, il va perdre du muscle. Il se dit, voilà, si je fais plus de squat ou de soulevé de terre, je suis plus un homme. Ferme ta gueule, tu vois. T'es blessé, calme-toi. Ouais, l'ego prend souvent le dessus en muscu, hein. Que ce soit pour la perf, les exercices, parce qu'on veut faire aussi comme tout le monde, et aussi parce qu'on n'adapte pas forcément. Les gens veulent faire comme tout le monde, comme son voisin, donc ça finit souvent aussi en blessure, parce que chacun est différent au niveau de l'insertion des muscles, de Bah, la regarde, longueur osseuse. Hmm. toi, t'es hyper longiligne et tu veux faire du power, tu vois, donc, Moi je suis suicidaire, moi. bah oui, une tête brûlée. Rappelle-nous ton squat, comme ça, juste pour savoir. Mais je fais plus de squat. Je fais que du front et j'ai repris il y a 2 semaines, donc ça veut rien dire. Moi quand j'avais vu ton squat, je me suis dit, putain, le mec a de la mobilité quand même, hein. Ah ouais, non, mais ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a un an. Il y a un an, je faisais mon dernier squat, tu vois. T'avais une Non, sport, mobilité de malade. ta gueule. Je te jure, Euh, mec. Tu je fais descendais du et sport. tout. Bah ouais, mais je m'étirais tous les jours, donc bon. Non, non, mais par contre, là, j'ai fait pas mal de belt squats à la Smith Machine. C'est un exo à Gundy, hein, on va pas détailler comme ça. Mais c'est un exo sensation musculaire sur les cuisses énorme. Je mettais 120, 130 kilos, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, la ceinture, elle te tire, tu vois, sur les hanches. Ouais. Et cette qualité, c'était horrible. C'était horrible. Donc j'ai arrêté. Et maintenant, je me suis remis au front squat depuis 2 semaines. C'est ridicule. Je suis à 70. Tu vois. En réalité, le belt squat, on peut dire quand même que c'est un exercice qui. Est-ce qu'on peut vraiment se blesser gravement dessus? Parce que d'un côté, tu vois, ça te compresse pas la colonne non plus, quoi. Bah, en fait, il y a toujours moyen sur n'importe quel exo de te blesser gravement si tu fais le con. Tu vois. On peut se blesser gravement en faisant des extensions triceps à la poulie. Bon, faut vraiment être une sous-merde. Mais voilà, c'est possible. Donc, se blesser au belt squat, alors bien sûr, tu as 1000 fois moins de chances de te blesser sur un belt squat que sur un squat. C'est sûr. Ouais, c'est clair. Mais tu peux. Voilà, le mec qui rebondit sur ses genoux comme un fils de pute, bon, bah, il va se blesser aussi. Hein, au bout d'un moment, si t'es con et tu te blesseras et tu seras puni. Mais en fait, le belt squat, pour ceux qui savent pas, c'est comme un squat, mais en gros, le poids, il est en bas, quoi. C'est ça, en gros. Bah, en gros, t'as une ceinture de lest, tu vois, et t'as tout le poids en fait qui est en bas de ta ceinture de lest. Donc sur le dos, il y a zéro tension. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu forces que avec les jambes et c'est un exo où tu bosses que les jambes, tu vois. Et donc pour un mec qui veut préserver son dos et qui est bodybuilder et tout, c'est génial. Mais le souci, c'est que la ceinture, au bout d'un moment, elle te tire, elle te tire, elle te tire. Et ça fait mal aux hanches, ça te crée des traces et tout. C'est pire que le hip thrust. Hein. Hmm. Donc ouais, c'est En un peu parlant une de, souffrance. en parlant de En fait, faut squat, une machine spéciale. ouais, il y a des machines spéciales, ouais. En parlant de squat, fallait que je fasse une parenthèse. C'est qu'il y a pas mal de gens qui, quand ils mettent lourd, ils sentent qu'ils ont une mobilité assez pour descendre. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, bah, ça peut être trompeur. On peut être très raide et pouvoir descendre sur du lourd. En fait, ce qui va compter, c'est la mobilité que tu as sur une barre à vide, en fait. Lourd, tout le monde peut descendre lourd, hein.
Bah, c'est là qu'on voit des mecs qui vont s'arracher. Alors, je suis pas spécialiste hein, des blessures au squat, mais je pense qu'à mettre très lourd comme ça sur une mobilité que t'as pas, il y a Mm. moyen de s'arracher un ischio, de se tirer sur un psoas, voire de s'arracher un quadriceps, mais là, il faut mettre vachement lourd pour arracher un Faut le quadriceps. vouloir, hein. Mais moi je pense que c'est plus au niveau des ischios, et puis bon, le plus souvent, le mec, c'est le dos qui s'arrondit, hein, et c'est la hernie. Mm. Pour le coucher, les blessures entre guillemets les plus courantes, enfin les plus courantes niveau déchirure, etc. Tu vois, c'est niveau mobilité, je parle, hein, c'est-à-dire quand tu manques de mobilité, c'est une déchirure au pec, parce que justement les gens ont soit les pecs trop courts, soit les bras trop longs et une cage trop fine. Et du coup, ils vont surétirer leur pec en descendant, et bam, plus de pec. Dommage, pas de chance, Et pas de bol. là faut voir des vidéos parce que nous, on invite, enfin, moi j'invite tous ceux qui regardent ce podcast, quand on parle d'une blessure, à regarder des vidéos de gens qui se blessent et qui se font cette blessure. Parce que bon, déjà, ça va vous motiver à moins faire les cakes à l'entraînement, mais en plus, moi je trouve ça vraiment hyper impressionnant et hyper drôle. C'est comme regarder un film d'horreur. Tu es comme ça, mais en même temps, ça te fait marrer parce que le coup de pec qui t'arrache comme ça, moi ça me fait. Mais je suis sadique, hein, je suis sadique. J'admets. Ouais. Et en fait, il y a des stratégies entre guillemets pour réduire le risque de blessure. Bah déjà, premièrement, la meilleure stratégie, c'est d'arrêter de coucher. Bah attends, t'as oublié quand même t'as oublié une blessure très courante au coucher et Ouais, dont on parle pas assez, c'est la tendinite de la longue portion du biceps. ouais, La longue portion du biceps au coucher, en fait, elle est étirée à fond, tu vois, parce que t'es comme ça, donc ta longue portion est étirée à fond. Et quand tu vas pousser et tout, au bout d'un moment, le mec qui est pas fait pour, il va s'user, se mm, niquer le long biceps. Et ce qu'il faut exact. dire, c'est que la tendinite du long biceps, c'est très handicapant et c'est très très long à se remettre. Donc si tu sens que tu commences à avoir le long biceps qui a mal, tu arrêtes tout. Parce que le jour où tu auras vraiment une tendinite, tu vas chialer comme une pucelle, mais vraiment. Hashtag Jean Honche. Non, mais Jean, tu vois, il allait contacter Rudy Koya. Enfin, il a écrit sur Instagram, hein, donc je me permets de le dire. Il a contacté Rudy Koya. Rudy lui a donné son truc super biceps. Et voilà, force est de constater que Rudy, quand même, au niveau de la prévention des blessures et de la mobilité, il sait tout ce qu'il y a à savoir. Et donc, il a permis à Jean, quand même, de soigner son biceps. Donc, ouais, c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Mais oui, effectivement, en fait, la longue portion du biceps aide à stabiliser la barre, surtout. Mais en fait, quand t'es pas fait pour le coucher, et quand t'es pas fait pour un exercice, la meilleure prévention qui existe, c'est de pas le faire. Point. En fait. C'est une notion à garder, hein. Quand tu fais pas du power, quand tu fais de la muscu, quand tu fais du power, c'est différent parce que le bench est obligatoire. Mais si jamais t'es pas fait pour un exercice, ne le fais pas. Par exemple, Ben, t'es pas fait pour le squat justement, t'es pas vraiment fait pour le squat à fond, et du coup t'en fais pas. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des fémurs qui sont assez courts, mais j'ai des tibias hyper longs. Moi, ce que. Tu sais, il y a Rudy qui a établi des nouveaux morphotypes. C'est-à-dire l'araignée, c'est le mec qui est longiligne et petit. Le dinosaure, c'est le mec qui est bréviligne et grand et tout. Et en fait, moi, j'ai créé un nouveau morphotype spécialement pour moi, tu vois, parce que je suis très narcissique. Et j'ai créé le morphotype coq. C'est-à-dire que j'ai des petits fémurs, tu vois, avec des très longs tibias. Et du coup, quand il faut que je fasse un squat et que je descende sous la parallèle, c'est l'enfer en fait. C'est la mort. C'est pour ça que je fais du front et que j'écarte assez les jambes. Et du coup, quand je fais du front, bah, ça se passe bien parce que mes fémurs sont assez courts. Mais ouais, le squat, le vrai squat, tu vois, euh, ça me demande un travail de mobilité constant si je veux pouvoir arriver à descendre. Et en fait, je suis pas fort du tout. Donc, à quoi bon, tu vois. En parlant de morphonatomie, petite anecdote, j'ai connu Ben sur le forum Musclay il y a 2-3 ans et il m'a analysé On a des morphonautiquement. photos, hein. Moi, j'ai des photos de toi en slip. Il les a accrochés chez lui dans sa chambre. On sait Oui, pas trop ce sans qu'il fait derrière. avec. Je fais un bisou comme ça. C'est ça. Putain, c'était à mes débuts encore, tu vois. Ça faisait même pas à peu près un an que je faisais de la muscu. J'ai commencé à 11 ans, hein, j'ai commencé super tôt. Bah, c'était il y a à peu près 2 ans, hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, comment j'ai connu Ben sur les forums de l'internet. On dirait des histoires d'amour, tu sais. J'ai connu Ben sur internet. Adopte un mec. Donc, maintenant que le taux de gêne est au maximum, on va pouvoir passer à la suite. Et du coup, ouais, en fait, faut faire attention. C'est qu'en fait, il y a une règle à garder en tête. C'est dès qu'un exercice te fait mal, ne le fais pas.
en fait. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si un exercice te fait mal, ne force pas à le faire, quoi. Mais moi, en même temps, je me dis, le mec qui a mal sur un exercice et qui continue, il est un peu con, tu vois. Ouais, mais il y en a plein qui le font, hein. Quasiment tout le monde le fait parce que tout le monde fait Et cet en- exercice-là. et On oui, regarde, et justement, plein. hmm, on reprend le coucher. Le coucher, c'est un exercice très 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 connu, que tout le monde fait quasiment. Et ben, si j'en vois plein la salle des mecs qui disent j'ai mal là, je sens pas mes pecs, tout, ça va pas, tu vois. Genre le coucher fuit. Le mec il a des pecs courts, une petite cage, des grands bras, et il fait du coucher. En plus, il est raide, il monte la tête à chaque fois, on dirait une poule, mais il continue, tu vois. Et ça ne peut pas finir bien, tu vois. Alors après, tu vois, pour le coucher, pour éviter les blessures, tu vois, il y a des stratégies, entre guillemets, comme ponter plus. Bon, monter plus, c'est une bonne technique. Mais si t'as une petite cage, etc., tu seras quand même en dessous de la parallèle. Déjà, moi qui ai une grosse cage, même en pontant à fond, j'ai quand même une coude en dessous de la parallèle. Donc, dans tous les cas, je risque la blessure. Hmm. Surtout Bah, que de toute moi, je mets façon, des charges. quoi? Surtout que moi, je mets des charges conséquentes, quoi, par rapport à mon poids de corps. Et mon âge et mon. Bah, tu pèses combien? Là, je pèse 66, enfin 68, mais je suis en mode 66. Ah, il ose pas. Ah, les 2 kilos de gras qui sont venus à Noël, là. Il ose pas en parler. Est-ce qu'on peut en parler justement? Non. Non, mais non, tu vois, si je compte au coucher avec ma cage, mais en fait, tout se passe bien parce que ça va même pas sous la parallèle. Parce que bon, après, les gens ne le savent pas forcément, parce on en a pas vraiment encore parlé. Mais ce qui se passe, c'est que la morphologie, donc oui, ça influe énormément. Et sur le coucher, en fait, le gros truc qui va influer, ça va être la longueur de tes avant-bras, la largeur de tes épaules et l'épaisseur de ta cage thoracique. Et que ce soit Malik ou moi, on a des cages thoraciques qui sont très épaisses. Alors, on va pas faire de comparaison et de concours de bite, hein, mais voilà, tous les deux, on a des cages qui sont vachement épaisses. Mais un mec, par exemple, qui aurait une cage qui serait toute fine, bah, ça lui rajouterait du trajet pour aller atteindre les pecs. Et il va s'arracher un pec, c'est sûr. S'il met des charges lourdes, c'est sûr et certain. C'est clair. C'est clair. Et du coup, ouais, en fait, ne forcez pas sur les exercices pour lesquels vous n'êtes pas fait. Il y a des exercices qui sont des bonnes alternatives, comme par exemple pour le coucher, le décliner. C'est une bonne alternative, par exemple. Parce que le trajet est réduit, du coup. Bah, le décliné a énormément d'avantages par rapport au coucher, en fait. Le premier, c'est que ça va taper un peu plus le bas de pec. Or, on sait que c'est la partie qui a le plus de potentiel de développement. Donc, pour un mec qui a les pecs courts et qui a du mal à prendre, c'est cadeau, quoi, c'est le rêve. En plus, quand tu as les pecs courts, c'est-à-dire que tu as les pecs qui remontent vachement haut, développer le bas de pec, ça va te permettre de donner l'impression qu'ils sont un peu plus longs, tu vois. Donc, encore un truc qui est hyper intéressant. Et enfin, dernier avantage, bah oui, c'est que quand tu as des longs bras et une petite cage, l'amplitude en fait du décliné va se rapprocher d'une amplitude de travail qui est optimale. Et donc à ce moment-là, bah, le mec qui n'a pas la morphologie pour le coucher, au décliné, peut vraiment profiter de l'exercice. Le seul petit défaut qu'on pourra trouver au décliné, c'est pour le mec qui a par exemple une tendinite de la longue portion du biceps parce qu'il a trop forcé comme un con sur le coucher. Bah, en fait, le décliné, tu es en position qui va encore plus étirer la longue portion du biceps. Donc, faut voir. La Hmm. plupart des gens, ça va très très bien se passer. Mais si tu as déjà une tendinite à la base, le décliné, c'est peut-être pas le truc à recommander. Il faudrait peut-être plus faire de l'incliné. En fait, c'est comme tout, c'est adaptable. Et justement, pour revenir à la morpho aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous des longueurs musculaires différentes, et des points forts et des points faibles, qui se manifestent avec le temps. Et si jamais tu as un point faible, imaginons comme moi, épaule, bah, si jamais tu forces dessus en faisant 6 séances par semaine, des dizaines d'exercices, déjà, c'est pas sûr que tu progresses, mais en plus, tu vas droit à la blessure. Bah, après, Forcément. alors, peut vite fait en parler des épaules. Les épaules, en général, quand on se blesse, c'est pas le muscle de l'épaule, c'est pas le deltoïde, c'est la coiffe des rotateurs. Alors, la coiffe des rotateurs, pour le petit rappel, c'est un ensemble de petits muscles qui vont stabiliser l'articulation de l'épaule en s'attachant ici, sur l'humérus, sur le bras. Donc, il y a le sous-scapulaire, l'infraépineux, le supraépineux. On va pas tout développer parce que ce serait beaucoup trop long. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, sur les épaules, il y a deux muscles qui vont se blesser. C'est l'infraépineux et le supraépineux. Ces deux muscles-là, vous pouvez vous les blesser très facilement. Et donc, comment ne pas se blesser l'infraépineux? Bah, ça va être de le renforcer en faisant ce mouvement-là, qu'on appelle le L'autostop. ragline, donc à la poulie. Tu vois, tu te mets à une poulie réglable, tu fais ça, et ça va permettre de renforcer l'infraépineux. Il ne faut pas forcer comme un con dessus. Hein. Tu vas te le renforcer et tu auras beaucoup moins de chances de te blesser. Souvent, en fait, ce muscle-là est trop faible et du coup, il est tiré en avant, il peut se déchirer. L'autre muscle, c'est le supraépineux. Donc lui, il est vraiment à l'intérieur de l'épaule, il va s'insérer sur le bras.
Et en fait, le souci de ce muscle-là, c'est que dès que tu as le bras qui passe au-dessus comme ça de la ligne, tu vois, c'est-à-dire que là, je suis perpendiculaire à mon tronc, et dès que le bras il passe au-dessus, ce muscle-là, il est compressé en fait. Il est compressé sur une partie de l'omoplate. Et en fait, en se compressant tout le temps, par exemple, pour le mec qui fait du développé militaire, des tractions et tout, en se compressant sans arrêt, euh, et ben, il risque de s'inflammer, de créer des tendinites, et parfois même, il peut y avoir des ruptures. C'est le cas de gens de haute musculation qui s'est fait une rupture partielle du supraépineux. Et du coup, il galère énormément sur son entraînement. Donc ce muscle-là, comment on fait pour pas le blesser? Bah, tout simplement, on va éviter tous les mouvements comme ça, comme un abruti. Et on va éviter aussi de faire des élévations latérales et des mouvements pour le deltoïde latéral trop lourds. Parce que quand on fait des élévations latérales trop lourdes, et ben le supraépineux il va compenser en aidant le deltoïde à monter et il peut là aussi se déchirer, se blesser. Surtout que les élévations latérales, c'est un exercice qui se fait en série plutôt longue, hein, quand même, hein. Mais, et voilà. Et pour la petite anecdote, moi j'ai une amie, Sandrine Platel, je sais pas si elle est connue dans le monde du power. Elle s'est arrachée en quelques années les deux infraépineux. Et du coup, à chaque fois, c'est arrêt complet du bench, pause en force, plus d'entraînement quasiment. Enfin, je veux dire, c'est la merde, hein. À soigner, c'est la merde, hein. Il y a des opérations, c'est pas quelque chose qui Et se soigne comme après, ça, quoi. tu vois, tu me sors ça et après tu vas me dire, ouais, mais nous en power, on est quand même plus raisonnable, on a moins d'ego. On est raisonnable, mais On se conjonction de blesse deux fois coordination. l'infraépineux, mais quand même, on va chez le médecin. On va chez le médecin de temps en temps, c'est vrai. Du coup, voilà, antidouleur. Et surtout, en fait, ce qu'il faut garder aussi à la tête, c'est d'adapter les exercices et la séance. On ne fait pas comme les autres. Et c'est vraiment la clé, en fait, déjà, pour pas se blesser, c'est de pas avoir d'ego surdimensionné. Et surtout, de pas faire comme les autres, de adapter à soi. Selon ses douleurs, selon sa morpho aussi. C'est vraiment une règle d'adaptation. C'est-à-dire que moi, je fais Après, pas le même entraînement que Ben. ouais, après, le mec, tu vois, qui vient de débuter, genre ça fait un mois, Oui, oui. il va se dire, ouais, je vais adapter mon truc à ma morpho-anatomie. Il va se faire un programme à la con. Il va regarder son programme un an après, il va vomir, tu vois. Non, 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 bien tu sûr. débutes, voilà, tu fais les bases. Et puis après, quand tu vois que tu as des inconforts, des problèmes et tout, tu demandes à quelqu'un peut-être de plus expérimenté et puis il va t'aider à le régler, tu vois. Bien sûr. Un programme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un programme, ça se fait sur des années, hein. Un programme, ça se fait pas comme ça, c'est sur des années d'adaptation. Ben, ça fait des années qu'il fait son programme et quasiment chaque semaine, il va voir comment ça évolue et adapter ou pas selon voilà. Et c'est chaque semaine que le programme se façonne. C'est pas un jour tu te dis je vais faire un programme et puis le lendemain, puis En trois semaines général, après tu tu le vois, changes quoi. en général, c'est quand tu commences à vraiment bien progresser sur un programme que tu pars en vacances et que tu fais ça, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai remarqué à chaque fois que je suis vraiment dans le truc, je me dis putain, c'est bon, j'ai le bon programme et tout. Paf, vacances, allez. Ah, ça c'est la rage quoi. Moi j'ai une technique, c'est soit je pars pas en vacances, soit je trouve une salle quelque part, mais sinon après, ça va, une semaine, tu vois. Moi, une fois, j'étais parti une semaine et j'avais fait tous mes entraînements le week-end. Genre, c'est vraiment déterminé, quoi. Je me suis entraîné le matin, le soir et deux entraînements par jour. Et j'ai fait tous mes entraînements d'un coup, comme ça. Je me suis dit, je pars en vacances une semaine, je suis tranquille, tu vois. Oh Et, putain, le trou professionnel, quoi. et quand je suis revenu, ça allait, hein. J'avais pas perdu de forme, tout allait bien. Comme si jamais j'avais fait ma séance la semaine dernière, quoi. Tout allait bien. Donc voilà. Après, pour ne pas se blesser et surtout niveau tendinite, faut garder à l'esprit un truc. C'est que la nutrition joue un rôle essentiel. C'est-à-dire qu'au niveau déjà, les compléments alimentaires, il y en a des tonnes, mais comme la glucosamine, tout ça, moi j'en prends de la glucosamine, hein. J'en prends pour mes articulations, tout ça. Bah, le collagène, c'est aussi important d'après certains, et puis d'après d'autres, c'est moins important. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ben, du collagène? Bah, du collagène, moi j'en ai pris pendant un temps. Bon, j'étais pas blessé ou quoi, j'avais pas vraiment de douleur, mais j'ai vu zéro différence. Voilà, j'ai pas senti de plus, pas senti de moins. Euh, Moi, je pense surtout que ce qu'il faut prioriser, bon, certes, il y a ça. Déjà, le mec qui a une alimentation catastrophique et qui se dit je vais régler mes soucis en prenant du collagène, bon, c'est juste un peu un fils de pute, tu vois. Il va rien régler du tout. Il faut qu'il revoie son alimentation. Donc, première étape, avoir une alimentation saine. Si malgré une alimentation saine, tu as des douleurs, bon, déjà, tu es un peu fragile et tu t'entraînes sûrement mal. Mais si vraiment tout est ok et que tu continues d'avoir un peu des gènes et tout, à ce moment-là, tu peux penser aux compléments style Hmm. glucosamine, collagène. Je n'ai jamais testé la glucosamine, donc je ne pourrais pas dire si c'est bien ou pas. Moi j'en Par prends, contre, je moi. sais que
tu en prends, bah voilà, si tu as de bons effets, tu peux en faire la pub. Euh, Moi, je sais qu'il y a un truc auquel on pense pas souvent, c'est ce qui va être vitamine et oméga 3. Alors, vitamine, moi je prends principalement D et C, parce que même en été, en fait, de la vitamine D, on en a pas assez. On a l'impression, parce qu'il y a beaucoup de soleil, sauf qu'en fait, l'être humain, il était fait pour se balader limite à poil dehors, tu vois. Donc, bon, la vitamine D, il en chopait beaucoup plus que nous aujourd'hui avec nos t-shirts et tout. Euh, donc, vitamine D et C, même en été et tout. Et ça, déjà, au niveau de la forme générale, de la santé générale, tu ressens vraiment bien. Et, et à côté oméga 3 pour ceux qui, voilà, dans leur alimentation, ils n'arrivent pas à avoir un rapport oméga 3 oméga 6 équilibré. Et les oméga 3, ça va aider en fait à diminuer l'inflammation euh, qui est due à un excès d'oméga 6. Donc ça peut aider par exemple pour les tendinites, pour moins développer de tendinites, avoir des tendinites si on en a une qui sont moins douloureuses. Mais voilà, personne actuellement ne peut dire de manière totalement assurée que tel complément il va t'aider à réduire les blessures parce que c'est vraiment infime et souvent on s'en rend même pas compte en fait. Tu vois. Donc c'est l'accumulation de plein de choses qui va faire que au bout d'un moment, avec une alimentation correcte, bah, forcément, tu vas Ça. avoir moins de risques de blessure. Un mec qui fait de l'IFIM, tu peux être sûr qu'il va se niquer de partout. Tu vois, au bout d'un... Enfin, ça va pas durer. Mais je comprends Forcément, il pas, va... t'étais pour les films avant. Avant, tu étais là, tu disais, moi je suis pour les films, je pratique même. J'ai pas dit ça. J'ai dit... Alors ça, voilà, on sort les dossiers. Pendant un moment, moi, j'ai testé l'IFIM parce que je me suis dit, bon, beaucoup de gens parlent de l'IFIM sans jamais en avoir fait. Donc je me dis, bon, il faut que je le fasse et après, je pourrais en parler. Euh, En fait, globalement, au niveau du physique, il se passe pas grand chose de différent. C'est-à-dire que oui, il y a une équivalence, mais après, c'est au niveau de la forme globale, tu vois, de la qualité de la peau, les trucs comme ça, les petits détails que tu sens que ça va pas durer. Donc, moi, j'ai arrêté assez vite. Voilà, c'était un truc à tester. Ok, bah t'as raison. Mais en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les compléments sont là pour complémenter. Rappel, hein, les compléments, c'est pour complémenter. La nutrition, c'est la nutrition. Et en fait, aussi pour pas se blesser, ce qui est important en Attends, alors là, nutrition. par contre, je tiens, Ouais. Eric, à te remercier parce que tu penses aux millions d'autistes qui regardent le podcast et qui n'ont pas compris qu'un complément servait à complémenter. Merci. Mais il y en a toujours, hein, il y en a toujours. Mais en fait, ce qui va être important pour la prévention des blessures aussi, notamment les tendinites, ça va être l'équilibre acido-basique. Parce que si jamais tu t'inflammes en mangeant trop acide, bah tout de suite, tendinite quoi. Ouais, Voilà. enfin, c'est pas non plus. Parce que il y a des tas de mecs qui vont dire ouais, mais moi j'ai full gluten céréales et puis avec de la viande et tout, j'ai jamais eu de problème de tendinite. En fait, c'est Cette pas. connexion internet n'est pas stable actuellement. Alors, mais. Ah, ok, c'est bon. Là c'est bon. Le podcast peut commencer. Bon, C'est parti, youpi. j'ai tenté de reprendre ma phrase sans exploser. Je, je disais, en fait, c'est pas du tout ou rien. C'est pas je mange mal donc je vais avoir une tendinite. C'est je vais augmenter mes chances d'en avoir. Et si j'en ai une, elles seront plus douloureuses et plus handicapantes. Mais tu trouveras toujours un connard qui a jamais rien eu, un super chinois, il va te dire ouais, mais moi j'ai jamais eu de soucis. Bon, bah il va se faire enculer parce que ce mec là il fait que donner le mauvais exemple. C'est comme les dopés, hein. Il y a toujours des dopés qui sont en bonne santé, enfin entre guillemets, qui visuellement, à l'extérieur, se montrent en bonne santé, mais ils ne le sont pas réellement. Mais et du coup, il y a toujours des débutants, des gens qui sont là, qui disent bah je vais me doper parce que regarde, tel, il est en bonne santé, donc moi, c'est bon, tu vois, c'est pas dangereux. Sauf que non, ça marche pas comme ça Il la est pas vie. dopé, il est pas. Mais non, mais en fait il est pas dopé ce youtubeur, il est gentil. Donc il peut pas être dopé. Ouais, ça, il est gentil, merde. Et il veut pas te doper. Non mais la vie est injuste. Réveillez-vous les gars, la vie est injuste. C'est pas parce que lui il est pas blessé que vous serez pas blessé. Donc voilà. Puis chacun réagit différemment, hein, de toute façon. Et ensuite, je voulais finir avec un truc assez important. C'est les douleurs avant-gardistes. Tu m'en avais parlé une fois, Ben. Les douleurs, par exemple, la nuit. Tout ça. Quand tu te réveilles la nuit, t'as une douleur, c'est des douleurs avant-gardistes. Faut y prêter attention. Hein. C'est pas quelque chose d'anodin. J'en ai eu un moment, et puis, bon, ça va, j'ai réussi à la traiter. J'avais une douleur, la nuit, je me réveillais, et j'avais souvent mal à longue portion à longue portion du triceps. Moi c'était au coude. Moi j'en Voilà. ai eu une au coude, mais vas-y. Et en fait, j'ai trouvé mon problème, c'est que j'étais très très raide de l'épaule. Et je forçais dessus au front squat, même au squat en général. Enfin, je forçais dessus sur quasiment tous mes exercices. Et j'avais une mobilité insuffisante. Et juste en travaillant la mobilité de l'épaule,
bah, j'ai réussi un peu à débloquer ça et j'ai pas eu de douleur. Et la nuit, j'avais plus de douleur du tout, rien du tout. Donc faut y prêter attention aux douleurs avant-gardistes, hein. Les douleurs ne sont jamais à prendre à la légère. La moindre douleur peut être signe d'une blessure grave qui peut arriver. Bah, en fait, moi, je vais un peu détailler quand même. Euh, Vas-y. quand tu dis douleur avant-gardiste la nuit, tout ça, c'est peut-être un peu obscur pour les gens qui ne connaissent pas. En gros, ce qui se passe, c'est que la nuit, il y a beaucoup de choses en fait qui sont pas activées. Et tu as beaucoup d'hormones en fait qui te servent à ne pas ressentir beaucoup de douleurs que tu aurais dans la vie normale. En gros, il y a des hormones qui vont te permettre, voilà, quand tu te déplaces dans la vie de tous les jours, genre tu prépares ton café et tout, tu fais des trucs. En fait, à ce moment-là, tu as des hormones qui vont faire que tu vas beaucoup moins ressentir la douleur. Et ça, c'est en permanence. Et donc, tous les petits trucs que tu pourras avoir, tu ne les ressens pas forcément. Et la nuit, ce qui se passe, c'est que ton corps fonctionne différemment, ton métabolisme fonctionne différemment. Et toutes ces douleurs, si tu te réveilles la nuit, et ben, tu as beaucoup de chances de les ressentir. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de courbatures en fait qu'on ne ressent pas le jour. Et si on se réveille pendant la nuit, on va dire putain, j'ai des courbatures énormes. Genre truc. Gundy, il racontait ça. Il disait ouais, je me suis réveillé la nuit avec des courbatures au grand dorsal énormes et je me suis dit putain, ça va mettre une semaine à m'en remettre. Le lendemain, il se réveille, plus rien. Et c'est comme ça. Et moi, ce qui m'arrive souvent, c'est le matin au réveil, douleur au coude. Enfin, des grosses douleurs au coude. Et je me dis, putain, là, si je continue à forcer sur les coudes, ça va être la tendinite. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Mais le souci, c'est que ces douleurs-là, elles sont très rares. C'est-à-dire que c'est très rare de les remarquer, c'est très rare d'avoir l'occasion de les ressentir. Donc, c'est pour ça qu'il faut y faire vraiment attention, parce que c'est limite une chance de les ressentir. Ok, là, je sais qu'il y a un risque. Tu vois. Ouais. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les douleurs, elles peuvent se sentir dans la vie de tous les jours. Mais c'est rare d'avoir des douleurs, entre guillemets, avant-gardistes lors d'une séance, parce que avec l'échauffement, tout ça, ben, on sent plus trop. C'est anesthésie, entre guillemets, un peu. Mais dans la vie de tous les jours, tu peux le sentir, tu vois. Par exemple, imaginons, en t'accroupissant, t'as une petite douleur, bah tu sais que là, c'est possible que tu puisses te blesser prochainement. Tu vois. Mais une petite Exemple, douleur, quoi. je fais 600 crunch par jour en série longue comme je les faisais. Moi, à un moment, tu sais, j'étais à ma 100e répétition, tu vois, et puis au moment où je monte et au moment où je redescends, tac, je sens une décharge dans le dos. Et je me fais, on va éviter de forcer sur le dos parce que là, j'ai des compressions nerveuses parce que j'avais le psoas raide, donc j'étais trop cambré. Donc je dis, c'est un risque d'aller vers une hernie, donc on va éviter. Ouais, voilà. Et puis il faut aussi, voilà, comme tu dis, analyser aussi sa posture un peu. Sans blague, hein. C'est important. Parce que sa Moi, posture, je me disais, parce que je faisais 600 crunch en série longue par jour. Bien évidemment, c'est une connerie de débutant et j'ai arrêté depuis longtemps, hein. ouais. Mais même, hein, Même pas. faut analyser sa posture. Déjà, les gens qui ont les épaules en avant, bah, ils vont se blesser aux épaules. Les gens qui ont le dos un peu soit arrondi, soit trop cambré vont finir souvent par se blesser aussi. Les gens qui ont les fessiers raides vont aussi finir par se blesser. Enfin, la posture, voilà, quoi, c'est déterminant Et aussi. les gens qui sont cons aussi, hein. Les gens qui sont stupides, ils vont se blesser, hein. J'ai vu un mec, il faisait du rowing, il s'est pris la barre dans le menton comme un abruti. Non mais, là, tu dis, la connerie, c'est un facteur de blessure, tu vois. Au bout d'un moment, quand t'es stupide, t'as plus de chances de Oui, blesser. la connerie, si vous êtes con, vous allez vous blesser. Voilà, faudrait des pourcentages, des trucs comme ça. Vous avez 90% de chances de vous blesser en plus si vous êtes un crétin. Et du coup, voilà. Bah, en fait, voilà, faut faire attention aussi à tous ces facteurs-là, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la douleur sur le moment de l'entraînement, il y a aussi la douleur autour de l'entraînement. Regarde, par exemple, Benjamin se gratte parce qu'il va se blesser très prochainement à la peau. Et Ouais, non, non, là c'est juste que j'ai des poux et j'ai la gale. Non, Benjamin analyse. Benjamin analyse sa situation. non mais en fait, je masse mon avant-bras parce que voilà, hier j'ai fait les biceps et les triceps et je sens que j'ai un peu des raideurs au niveau des extenseurs du poignet. Justement, en parlant de ça, gros biceps évidemment, toujours, hein. Voilà. Ça c'est un bodybuilder, quoi. Nous, les mecs qui font de la force, on n'est pas là tout le temps à s'exhiber, quoi. Lui, il fait de la muscu. Ah, moi je suis un beauf, moi. Voilà. Mais justement, tu fais bien de le dire. C'est vrai que, aussi pour éviter les blessures, il y a des choses importantes à faire comme s'automasser, s'étirer assez régulièrement, et puis en fait prendre soin de soi en fait. La prise de. Après, Hmm. après, faut pas non plus croire qu'en 3 automassages tu vas soigner une blessure, tu vois. Non, bien Parce que sûr. quand t'es déjà blessé, les automassages c'est fini. Ça peut Au rien, contraire, c'est rare, tu vois. ça peut même être néfaste d'automasser.
Mais après, des fois, il y a des trigger points qui peuvent résister et l'automassage peut aider. Donc, c'est important Après, aussi de. voilà, si tu sens qu'il y a un muscle vraiment où tu es raide, ce que tu fais, c'est que tu priorises ce muscle-là, et donc tu vas l'automasser, ensuite tu vas l'étirer. Donc, étirement actif, étirement passif, je sais qu'il y a toujours des débats là-dessus. Moi, ce que je préconise, c'est de faire les deux, tu vois, comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de soucis. Donc, par exemple, tu as l'ischio qui est raide, ça arrive hyper souvent. Moi, j'ai le même problème, hein, j'ai l'ischio qui est méga raide. Bah, tu l'automasses, tu l'étires activement, passivement. Tu étires aussi un peu ce qui est autour, donc les adducteurs, le psoas, et puis le moyen fessier aussi, tu peux l'étirer. Euh, et puis voilà, normalement, au bout de quelques semaines, tu vas quand même améliorer la situation dessus. Et un muscle qui est souple, c'est un muscle qui se blesse moins. Il faut vraiment le rappeler. Voilà. Plus tu es souple sur un muscle, moins tu as de chances de te blesser dessus. Et pour les gens qui nous écoutent et nous regardent, Benjamin, explique-nous comment on fait pour savoir comment on sait quand un muscle est raide ou souple. Question Bah là, intéressante. il faut palper. Ouais, si c'est dur ou pas, quoi. Voilà, il faut le toucher. Et puis s'il est trop dur, si tu sens vraiment que le truc c'est un bloc alors que tu l'as même pas contracté, c'est qu'il va falloir automasser sévère. Là. Et puis tu peux aussi sentir à l'entraînement. Par exemple, les pecs, si jamais au développé couché, tu relèves la tête comme une poule, bah t'es raide. Surtout le petit pectoral, hein, il me semble. Ouais, mais non, en fait, ça a pas Hmm. grand-chose à voir sur le plan anatomique. Ouais, C'est un peu une rumeur. En fait, le ouais, petit pectoral, quand il est raide, il t'amène l'épaule un peu en avant en rotation oui. interne comme ça. Donc, ouais, c'est mauvais. Mais Ça c'est postural, hein. ce qui va agir sur la tête comme ça, les mecs qui relèvent la tête, c'est plutôt une raideur au niveau enfin, une raideur. Même pas une raideur, en fait, c'est un mauvais réflexe du sternocléidomastoïdien ici, là, qui est très 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 gros chez moi parce que j'ai un cou très large de rugbyman. Et en gros, quand le mec il a ce muscle-là qui est beaucoup trop raide, souvent parce qu'il fait des crunchs comme ça et tout, et ben il va avoir un réflexe, dès qu'il va forcer, il va avoir le réflexe d'avancer la tête. Et tu peux le voir, il fait ça sur le coucher, mais il va aussi faire ça sur les shrugs. Quand il va faire des shrugs, tac, il va avancer la tête comme un con. Quand il va faire des tractions, il va monter, il va avancer la tête à la fin. Non, non, mais c'est un truc. En fait, le sterno ici, c'est pas une question de raideur, c'est une question que souvent les mecs tu vois, ça n'a pas grand chose à voir avec le petit pectoral. C'est le sterno qui est raide, et du coup, les mecs partout, ils vont avancer la tête comme des abrutis, comme ça, comme des poules. Voilà, et ça n'a rien à voir avec la masse du sterno. Hein. Moi, j'ai un sterno qui est gros, et pourtant, il est pas raide, et j'avance pas la tête comme une salope. Et c'est particulier, et c'est dangereux ça en vrai, non? Un peu. De quoi? C'est quand même dangereux d'avancer la tête comme ça, non? Ah, en soi, c'est dangereux sur les shrugs. Ouais. Parce qu'il y a moyen de te faire des compressions au niveau des cervicales. Bon, moi, j'ai jamais eu ce problème, mais je me suis quand même fait des compressions sur les cervicales. Donc, ouais, c'est très dangereux sur les shrugs. C'est très dangereux, alors sur les tractions moins, mais sur tout ce qui va te mettre en fait une pression au niveau des cervicales, ça va être très dangereux. Après, euh, il y a ça, et il y a aussi au coucher, des mecs qui vont à l'inverse avoir la tête qui part complètement en arrière comme ça. Et là, il peut se créer des compressions énormes au niveau des cervicales et ce qui va se répercuter en fait dans les bras. C'est-à-dire que les compressions au niveau des cervicales, ça va créer des douleurs nerveuses dans les bras et parfois des inhibitions, ce qui va faire que le mec va avoir beaucoup moins de force. Donc, si tu as tendance à trop cambrer la tête comme ça quand tu es au coucher, justement, évite Surtout au squat, ça arrive. ramener la tête comme ça, tu vois. Et le mec qui a la tête comme ça au coucher, en fait, il fait quelque chose de bien. Parce qu'il protège ses cervicales. Le mec qui fait comme ça, bon, c'est pas grave, mais il faut pas que ça se répercute sur les autres exos. Et le mec qui fait comme ça, il risque de se niquer et de se faire des compressions nerveuses. Tu parles du squat et même le deadlift, le mec qui soulève, qui a la tête comme ça, compression au cervical, c'est sûr que dans les bras, tu vas avoir une merde. Hmm. Mais en fait, faut toujours garder un maximum la tête dans l'axe. Tant que c'est dans l'axe, c'est vraiment le top, quoi. C'est le top Ouais. génial, tu vois. Pouce, cool. Comme on dit, il y a des endroits qui sont faits pour être stables et d'autres qui sont faits pour avoir de la mobilité. Tu vois. Tes hanches, tes jambes, tout ça, c'est fait pour avoir de la mobilité. Le dos, il faut qu'il reste stable et gainé. Donc tout ce qui va être dynamique et qui va travailler les muscles du dos, comme les crunchs, comme quand tu fais des enroulements et déroulements comme ça au banc à lombaire, tout ce qui est dynamique, si tu le fais avec des charges lourdes, même les rotations pour les abdos, et ben, tu vas te niquer au bout d'un moment en fait. Donc il faut plutôt chercher à faire du statique sur les endroits qui ont besoin d'être stables et à faire du dynamique sur les endroits qui ont besoin d'être mobiles. J'aimerais finir avec deux points, dont un point, je l'ai pas précisé parce que ça me paraissait un peu simple, mais je viens de me dire, faudrait peut-être le préciser quand même. C'est, avant de faire un exercice, apprenez à bien le faire quand même. Non mais c'est quand même important de le préciser parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui font que de la merde et qui
Ils s'en foutent, quoi, globalement. Genre, au coucher, moi j'en vois beaucoup des personnes qui, soit le font complètement dos à plat, sauf que c'est pas bon le dos à plat. La courbure vertébrale, il faut un minimum la garder, sinon il y a trop de pression. Les disques intervertébraux sont situés en avant de la colonne, donc forcément, t'as une cambrure naturelle. Tu peux pas forcer en gardant le dos droit ou en arrondissant. Et dans l'inverse aussi, c'est possible. Hein. Tu peux pas non plus trop ponter, tu vois. Mais il y a quand même une courbure vertébrale à garder. C'est important. Donc il faut apprendre les bons mouvements. Et t'as quelque chose à rajouter là-dessus? En fait, moi je dirais que le mec qui débute, souvent le conseil que Benjamin est en mauvaise santé, souvent le conseil qu'on donne, c'est de pas trop s'attarder sur la technique, de forcer, tout en gardant juste une bonne technique, mais de pas faire du tempo. Et surtout, on dit ne vous entraînez pas à la sensation. Moi, pour le débutant, je mettrais quand même un bémol. Le débutant, je lui dis entraîne-toi à la sensation justement, parce que de toute manière, quoi que tu fasses quand tu débutes, tu vas prendre du muscle et de la force. Donc, fais les mouvements le mieux possible. Entraîne-toi à la sensation en apprenant vraiment à contracter tes muscles, en faisant de la contraction volontaire finalement. Hein. Et, mais pourquoi? Parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, tu vas progresser. Donc, tu n'as pas besoin de brûler comme un malade. Fais de la contraction volontaire, entraîne-toi à la sensation, tu vas progresser. Et en même temps, ça va te permettre d'apprendre à recruter tes muscles, d'apprendre à faire les mouvements, et tout sera bon. Et après, quand tu vas commencer à stagner en faisant ça, bah, c'est là qu'il va falloir chercher à être plus explosif. Au début, tu progresses toujours de toute façon. Et puis après, je voulais quand même préciser qu'il y a des exercices qui sont pas bons et qu'il faut pas faire de toute façon. Hein, des exercices exotiques qu'on voit un peu partout, bah tu peux pas, ça peut pas finir bien. Et là, t'as beau bien les faire, tu te blesseras. Exemple, le Le deadlift. deadlift, ça vaut bien le faire, au bout d'un moment, tu vas te blesser. Mais attends. Je suis pas blessé pour l'instant, donc pour l'instant ça va, tu vois. C'est le mec qui me voit mort déjà. Non, mais il y a des exercices qu'il faut pas faire. Le sissy squat, t'en penses quoi du sissy squat, toi? Bah, c'est bien si ton objectif c'est de t'arracher le droit antérieur, mais après. Voilà. Non, Le même ça, tirage nuque, c'est un peu plus complexe, parce qu'il y a des gens qui peuvent, ça peut passer, mais généralement, on va revenir vite fait sur. En fait, le sissy squat, ouais, vas-y. c'est bien, mais en fait, si tu le fais sans charge et dans une routine de mobilité et que tu n'as pas de problème au genou, là oui, pourquoi pas, ça peut te servir à t'étirer un petit peu le droit antérieur. Mais forcer sur du sissy squat, c'est être un fils de pute et tu vas te blesser. Tu C'est parles de clair. tirage nuque. Le tirage nuque, pareil, ça peut être bien, tirage nuque, développé nuque en mobilité, en très léger, c'est-à-dire barre à vide, vraiment à vide. Clairement. Euh, Même un manche à balai d'ailleurs. Hein. de quoi? Même un manche à balai d'ailleurs. Ouais, un manche à balai, bah oui, mais moi je le fais en échauffement, ça. Les secrets hein, de Benjamin et Malik. Non, non, mais tout ce qui est tirage nuque, développé nuque, donc très léger, mobilité, pourquoi pas, mais en tant qu'exercice, non. Non, parce qu'en fait, ça te met l'épaule dans cette position-là. Et comme je l'ai dit, quand tu montes trop, en fait, si tu es comme ça, tu vois, alors là, j'utilise un peu la vidéo, si tu es comme ça et que tu montes, au niveau de ton supraépineux, ça va bien se passer. Par contre, si tu as l'épaule qui est complètement en arrière et que tu montes, là, ton supraépineux et ton infraépineux, ils vont être compressés. Et c'est là que tu peux te blesser. Et donc, tout ce qui est tirage nuque, comme ça, même position, développer nuque, même position, c'est très mauvais pour l'épaule. Et donc, forcer dessus, on va éviter. Mais alors, pour les tractions, normalement, l'épaule, le coude, c'est en arrière, hein. On est d'accord. En fait, pour les tractions, ce qui se passe, c'est que quand tu le fais, tu commences, si tu veux, avec une petite rotation externe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois, Tu je vois. accroches ta barre comme ça, et le premier truc que tu fais, en fait, c'est une petite rotation externe, comme ça, petit mouvement du poignet. Ensuite, tu vas tirer les omoplates en arrière, et tu vas tirer avec les bras, comme ça. Et les C'est ça. tractions, quand c'est bien fait, il n'y a pas vraiment de risque pour le supraépineux. C'est Les gens ça, qui ouais. disent qu'il y a des risques sur les tractions, ils le font mal. Voilà, très bel exemple. Évidemment. Donc voilà. Donc pour conclure en fait, les principaux points à retenir, c'est d'adapter, de ne pas faire des exercices complètement. Après, je dirais qu'il y a plein d'autres exos qui sont vachement dangereux quand même. Il y en a plein, il y en a plein. Mais on peut pas tous les faire. Voilà, C'est ça, mais il y en a trop. En fait, quand vous voyez un exercice entre guillemets populaire sur Instagram, un truc comme ça, qui vient d'être inventé, un truc complètement exotique, déjà fuyez. Et en fait, globalement, tous les exos. Ouais, le développer Arnold, c'est pareil, mais on pourrait pas vraiment tous les citer. Si vous voulez, on fera un podcast avec le top des pires exos à ne pas faire. Puis le top des exos à faire, peut-être aussi, du coup. Même si c'est encore une fois adaptable.
Mais je pense que ce serait, tu vois, beaucoup plus productif de faire un top sur les exos à faire que sur les exos à ne pas faire. Parce Ouais. qu'il y a des tonnes et des tonnes de gens qui font des tops sur les exos à pas faire. Il y a plus que ça. Le mec, de toute façon, il va sur internet, les exos à ne pas faire, il va les trouver. Il n'y a aucun Ouais. souci. Par contre, les exos à faire absolument, ou les exos les plus efficaces, il y a très peu de gens qui en parlent et je pense que ce serait pertinent de faire un top dessus. Et ben on en parlera, voilà. Donc voilà, donc en gros, faut s'adapter, pas faire comme les autres. Quand vous sentez une douleur, la règle antidouleur, elle est importante, hein. Dès qu'il y a une douleur, fuyez. Voilà, fuyez ou essayez de vous... Et il a fui. Ou essayez de vous concentrer. Le setup a mal tourné. Le setup est parfait. Et surtout, en fait, s'il y a une douleur, bah, essayez de trouver d'où ça vient. Une raideur, un muscle trop développé ou sous-développé. C'est en fait le corps, c'est aussi un équilibre, hein. Moi, j'ai la bite surdéveloppée. Voilà, et du coup, bah, il a mal au cul. Ouais. Parce que c'est un équilibre tout le temps. Il est comme ça, il est vers l'avant tout le temps, et mal au dos, mal partout. Mais du coup, voilà, en fait, le corps, c'est un équilibre. Tu dois être, entre guillemets, équilibré pour bien fonctionner. Quelque chose à rajouter, Benjamin? Non, non, je pense que tout est dit. Hein. Voilà. On est Eh bien, fini écoutez, les là-dessus. gars, on se retrouve dans un prochain podcast. De quoi on va parler dans le prochain podcast? Vas-y, Ben. Sors-nous un peu les. Bah, étant donné qu'on a un petit peu teasé sur le top des meilleurs exercices, je pense que ce serait bien d'en parler. Et toi, tu ferais genre les meilleurs exercices version power et moi les meilleurs exercices version muscu. Donc tu pourras intégrer des exos d'assistance. On pourra aborder ce sujet-là un peu en annexe, tu vois. Et moi, je fais les meilleurs exercices version muscu. Benjamin est un homme très intelligent, très spirituel. Son numéro, le 06. Vous pouvez vous procurer mon livre L'éveil des consciences pour seulement. Moi, par contre, vous pouvez vraiment vous procurer mon ebook sur powermass.org, le squat et leurs variantes. En plus, c'est vrai. Powermass.org. Voilà, c'est bon. Je veux pas faire de marketing, pub et tout ça parce que ça m'énerve en fait. Ça m'énerve que les gens essayent un peu de caler leurs trucs comme ça en fin de podcast. Mais voilà, Malik il fait des trucs, des e-books de qualité. En plus, au niveau des prix, très sincèrement, il est vachement honnête. Il fait pas de coup bas là-dessus. Donc ouais, si vous avez des questionnements et tout sur la mobilité et tout et sur tous ces sujets-là, bah, je vous conseille d'aller sur le site, de regarder les e-books que fait Malik. Je Et prends aussi en voilà, consultation. en consultation, voilà, mais il y a des gens, tu sais, ils payent 30 € par semaine, voire, ou même par mois dans des boosters. Ouais, ils pourraient prendre un de tes trucs et ça serait beaucoup plus productif pour eux. Moi, j'ai rien à vendre, hein. Donc voilà, je dis ça, c'est de manière totalement honnête et détachée. Merci, Ben. Bon, les gars, à la prochaine pour un prochain podcast avec Ben, j'espère que tu seras là. Bah oui, je serai là, toujours. Ouais, salut les mecs. À plus.